Allez, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous si vous nous regardez en replay. Ce soir, on parle sur le choix qui a été pris par les utilisateurs cette semaine au vote. Et sans grande surprise, c'est le Market Profile. Je me doutais que vous allez du fier, mais comme ça, on termine la boucle de la partie cadre technique. La semaine dernière, on parlait donc Harmonic Pattern. La semaine d'avant, on parlait héliotisme. Comme ça, on aura bouclé les trois principaux, les trois cadres techniques qui permettent de gérer le risque le mieux, c'est-à-dire le plus agressivement possible. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs cadres techniques, mais ce sont les plus agressifs. Donc, encore une fois, petit rappel à guise d'introduction. Je vous rappelle que, comme pour la plupart d'entre vous, vous avez des petits comptes. Sachez que vous n'avez guère de choix dans vos cadres techniques, puisque en fait, vous n'avez que deux options. Soit vous vous retrouvez, quand vous avez un petit compte, avec la nécessité d'utiliser du levier pour que les gains justifient le temps que vous passez devant vos écrans. Et malheureusement, c'est une option qui vous tuera quoi qu'il arrive. Ce n'est qu'une question de temps, c'est une bombe à retardement. Donc, en fait, ce n'est pas une option. Donc, vous ne pouvez pas trader avec du levier. Donc, il ne vous reste qu'un autre choix, c'est-à-dire prendre plus de risques, avoir des stratégies plus agressives. Et pour ça, évidemment, il y a des cadres techniques qui sont assez propices. Et donc, effectivement, les trois que je vous ai proposés sont totalement en adéquation avec ça. Soit l'héliotisme, soit les harmonic patterns, soit le market profile me semblent des candidats très intéressants pour des stratégies agressives qui permettent donc de gagner plus en trading sans avoir recours au levier, puisque vous allez utiliser le risque. Et je vous rappelle que le levier, c'est un risque sur lequel, quoi qu'il arrive, le temps vous tuera. À l'utilisation du levier, ça vous défoncera le compte. Quoi qu'il arrive, il y a très peu de gens qui arrivent à y survivre, et s'ils y arrivent, ils y arrivent généralement assez peu longtemps. Donc peu de survivants. La gestion du risque, la différence, c'est qu'évidemment, il y en a beaucoup qui vont s'y casser les dents, parce que quand on prend beaucoup de risques, quand on a une stratégie risquée, si on ne sait pas bien gérer le risque, on se casse les dents également. Mais la différence, c'est que là, le facteur variant, c'est vous. C'est-à-dire que dans le risque, quoi qu'il arrive, vous êtes mort. Dans le levier, quoi qu'il arrive, vous êtes mort. Par contre, en prenant plus de risques dans vos stratégies, ça ne dépendra que de votre travail. Et évidemment, tout le monde ne peut pas réussir. Mais là, au moins, vous avez une chance. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Allez, parenthèse refermée. Donc ce soir, on s'attaque à celui-là. Qu'est-ce qui vous permet, je vous le rappelle, de faire le choix entre les différents cadres techniques? On en a parlé dans l'émission, donc c'était la live room numéro 3 ou 4, sur les cadres techniques, où on parlait donc de comment choisir le bon cadre technique qui pourrait vous correspondre, selon la psychologie que vous pourriez avoir. On fait donc un petit résumé encore aujourd'hui. Ceux qui ont donc un besoin de contrôle assez naturel, ou ont besoin d'avoir une sensation de contrôle ou de comprendre, qui ont besoin, ce genre de personnes. On disait donc la théorie, c'est typiquement les joueurs d'échecs, ceux qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur ce qui pourrait se passer. Ces gens-là, évidemment, se retrouveront, et moi c'est mon cas, pleinement dans les visions Elliott Wave Projections. Donc c'est de l'anticipation héliotiste, pas juste la théorie héliotiste. Donc cette émission-là, on l'a déjà couverte, donc c'est là que vous allez, si vous avez ce profil psychologique-là, et donc cette émission aujourd'hui, vous n'en avez rien à faire, puisque, je vous le rappelle, l'objectif n'est pas d'apprendre tous les cadres techniques qui existent sur cette planète, mais bien entendu d'en choisir un, de bien le maîtriser et de surtout comprendre que le cadre technique ne fait pas tout. Ce n'est pas en maîtrisant Elliott que vous deviendrez un bon trader, ce n'est pas en maîtrisant les harmonic patterns que vous deviendrez un bon trader, ce n'est pas non plus en maîtrisant le market profile que vous serez un trader né, mais c'est tout simplement en maîtrisant les trois étapes de la stratégie, en comprenant que c'est l'imbrication de ces trois dans un ordre précis qui fait que votre stratégie gère bien son risque et que c'est en gérant son risque qu'on devient trader. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, la semaine dernière, on a traité donc les harmonic patterns, qui est donc un cadre technique très utile pour les gens qui ont très bonne mémoire photographique et qui qu'est-ce qu'on avait dit, je sais plus. Si quelqu'un peut me le rappeler, je suis un peu fatigué ce soir. Donc il y avait la bonne mémoire photographique et ceux qui vont avoir un bon manque de confiance. Voilà. Ceux qui ont besoin de confiance, alors qu'on soit bien d'accord, et je le répète, quand vous êtes débutant, tout le monde manque de confiance au début, c'est normal, c'est comme ça. La confiance se gagne avec l'expérience. Mais je parle de gens qui, en dehors du trading, ont un réel manque de confiance en eux dans la vie et qui se ressent également de façon exacerbée dans leur apprentissage du trading. Il va de soi que donc ces gens-là seront
seront très à l'aise avec les stratégies qui utiliseront donc les harmoniques patterns, pour des raisons qu'on a évoquées donc dans l'émission sur les harmoniques patterns. Ce soir, on parle de cadre technique market profile, et là, ça va s'adapter, ça va répondre aux besoins, ça va combler les besoins de certaines personnes, et notamment donc moi ceux que j'appelle les techniciens, les grands techniciens, ceux qui aiment bien comprendre comment ça fonctionne, les mécanos, voilà, les techniciens en tout genre, ceux qui aiment bien comprendre ce qu'ils ont sous les yeux. Et malheureusement, et ça je vous l'ai toujours dit, comprendre le marché, c'est un bien grand mot. En fait, on ne le comprend jamais, le marché. Je vous rappelle que les cadres techniques, ils vont vous donner l'illusion d'eux. Hein, celui qui va faire de l'héliotisme, ça lui donne l'illusion de maîtriser, d'avoir une vision sur ce qui se passe, alors qu'en fait, ça reste la théorie du chaos. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est bien une illusion de contrôle. Ceux qui vont utiliser les harmoniques patterns, ça va être une illusion de confiance, parce que vous avez une stratégie très carrée qui va vous poser des bases très saines que vous allez respecter facilement et qui vous donnera un sentiment de confiance, en tout cas qui vous aideront à développer votre sentiment de confiance. Évidemment, tous les techniciens qui ont besoin de comprendre entre guillemets le marché pour le trader, soyez bien conscients, vous ne comprendrez jamais que dalle. Hein. Je vais être franc avec vous. Moi, ça fait des années que je cherche à comprendre le marché. J'ai bien compris que j'y arriverai jamais. J'ai essayé tous les cadres techniques que vous pouvez imaginer. Voilà, ça n'existe pas. Donc, on ne comprend jamais le marché. On essaie de le comprendre et on fait ce qu'on peut. Donc, ceux qui ont besoin de comprendre, vous aurez cette illusion de comprendre en utilisant le market profile, en sachant bien que quoi qu'il arrive, ça reste bien une illusion. Daniel, tu regardes dans le canal général, tout le monde va te poster le lien Big Blue Button pour y aller. C'est valable pour tout le monde, hein, voilà. Donc un market profile, en 1 heure ça va être compliqué très honnêtement, donc on va rester synthétique en sachant qu'il faudra donc aller étoffer tout ça sur le web parce que j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Donc on va faire très rapidement et encore une fois beaucoup d'informations, ne soyez pas gênés si vous avez regardé la vidéo plusieurs fois, c'est normal. J'ai même envie de dire que si vous la regardez que 2 ou 3 fois, franchement vous êtes plutôt bon. Je vais vous bombarder d'infos parce que là pour faire ça en 1 heure ça va être showtime. Donc le market profile c'est quoi? Alors déjà il faut comprendre que généralement c'est 2 vues associées, c'est-à-dire qu'on met pas un market profile tout seul, on crée ce qu'on appelle un market profile et un volume profile à côté. Normalement, c'est la conjonction des deux. Et donc, le principe va être de représenter le volume et le temps. D'accord? Alors, je vais vous expliquer la conjonction. Encore une fois, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ce qui fait que là, on n'aura pas vraiment le délire. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne tout simplement quand on trade avec ce système-là. Alors, on va faire local chart. On va faire lower time frame. On va mettre on va mettre peut-être pas 5000 bars, on va en mettre bon si on va faire ça, on veut toute la journée. Non, on va vouloir que la cash session, on va mettre le volume effectivement, on va le mettre dans la droite. Ok. Alors est-ce qu'on va le mettre pas dans, est-ce qu'on ne le mettrait pas dans le, voilà. Inside access plus price display, on va faire ça. Hop, j'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est, encore une fois, je suis navré, mais c'est comme ça. Voilà, donc le volume profile. Alors on va peut-être plus le mettre dans la, on va peut-être pas le mettre là en fait. Comment on fait déjà? Putain, je sais plus. Éléments des graphiques. Éléments du graphique, c'est ça. Alors on va pas le mettre dans la marge parce que ça nous efface les niveaux, hein, quand on va le mettre à droite, tout simplement. Voilà, c'est much better. Donc, les volumes profile, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Donc le volume profile, en fait, donc il va falloir comprendre un truc. Le volume profile, c'est la représentation graphique. Donc là, on lui a demandé, par exemple, je ne peux pas rentrer dans le détail de printing de l'indicateur, mais le principe, c'est que là, il va aller chercher de la donnée sur un time frame inférieur. Il va tout simplement vous mettre graphiquement la représentation de son volume, de ce volume. D'accord? Alors que là, ici, dans le market profile, ce qu'on représente, c'est le TPO. D'accord? Donc là, c'est volume, là, c'est TPO, ça veut dire Time Price Opportunity. C'est-à-dire que là, en fait, on va compiler des chandeliers qui ont la même durée de temps. Donc là, par exemple, on a pris, je crois, du 5 minutes pour faire des bougies daily, voire même 2 minutes. Et en fait, donc, je vais agglomérer toutes ces bougies. Donc, il faut bien le comprendre. Alors, je ne peux pas le faire ici. Putain, c'est merdant, cette histoire. Bon voilà, imaginez-vous donc ce que va faire l'indicateur, c'est-à-dire qu'au début de la journée, il va prendre toutes les bougies 2 minutes de cette journée, il va leur appliquer et il va les appliquer sur ici. C'est-à-dire que plus vous avez de ça, plus il y a de bougies 2 minutes qui se croisaient sur ce temps-là. D'accord? Est-ce que ça vous semble clair ou j'ai besoin de préciser ça?
Dites-moi rapidement, ou sinon si vous ne comprenez pas comment ça se construit, vraiment on ne pourra pas aller bien loin. Mais schématiquement parlant, c'est un histogramme du temps passé dans la journée. D'accord ? C'est la répartition graphique du temps passé à l'intérieur de cette journée de trading. Si c'est pas clair, vous me le dites. Rappelez-vous, mettez @filerix pour que je reçoive les notifications sur mon écran, parce que je ne regarde pas toujours, sinon la messagerie. On continue. Donc, c'est des représentations graphiques du temps au sein des journées. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je n'affiche que le cash. C'est-à-dire que là, sur le Dow Jones, le cash, c'est 15h30, 22h. Tout ce qui se passe en dehors de ce temps-là n'est pas affiché. Mais vous voyez, par ces mèches-là, que effectivement, le futur s'est déployé sur cette zone de prix. Ça vous permet de visualiser les gaps et de voir justement la structure du marché. Parce que la vision market profile, ça va vous mettre en exergue la structure du marché. C'est ce qui vous aidera donc à avoir ce sentiment de compréhension qui, encore une fois, ne conditionne en rien le but du market profile, tout comme c'est le but d'Elliott Wave et le même but que les harmonic patterns. Quelqu'un, s'il vous plaît, me donne la réponse dans le chat, sinon je m'énerve. À quoi ça sert les cadres techniques, d'accord ? Quel est le but qu'on recherche dans un cadre technique ? Ce n'est pas de trouver le bottom, ce n'est pas de trouver le sommet, ce n'est pas de comprendre le marché, ce n'est pas de gagner en confiance, c'est de supprimer 80% des prix. Et là, évidemment, on va remplir cet objectif-là, puisque vous allez trouver des zones d'intervention dans lesquelles on peut très probablement trouver des réactions de prix. Et ça va être donc l'objectif du market profile, apprendre à lire la structure du marché pour trouver les zones charnières où les renversements de prix peuvent se produire, et tout simplement supprimer tout ce qui se trouve en dehors de ces zones. Donc le même job que les autres cadres techniques, encore une fois la même finalité, aucun cadre technique n'est meilleur qu'un autre. Le seul avantage qu'il pourra procurer par rapport à un autre cadre technique, c'est de combler vos failles psychologiques. Donc choisissez bien et intelligemment votre cadre technique, celui qui va le mieux à votre psychologie, et tenez-vous-en. Les autres, vous vous en foutez. Ils ne seront pas meilleurs que les autres. D'accord ? Ils se valent tous, il faut juste du temps après pour les maîtriser. Allez, on continue et on rentre dans le dur. Donc, qu'est-ce qu'il y a devant vous ? Donc, vous avez compris, c'est la représentation graphique du temps passé entre 15h30 et 22h. Tout ce qui se passe en dessous et en dessus de cette borne-là n'est pas représenté ici, d'accord ? Et c'est donc représenté sous forme de pointillés sur la bougie que vous avez donc sur la gauche de chaque profil. Donc à partir de ça, donc on voit comment où les investisseurs ont passé du temps à l'intérieur de la journée à travailler des zones de prix, et en fait ça va créer différentes structures qui sont assez typiques, d'accord, des structures, des formes. Donc il va y avoir différentes formes. Il y en a une qu'on appelle le B, c'est-à-dire la distribution standard. Je vais essayer de chercher une journée où on a fait un B. Alors ça parle très bien graphiquement. Un B, c'est voilà, on en a alors on en a un petit peu alors putain, ça c'est chiant. Je ne sais plus comment on l'enlève. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venu sur la TS. Je ne sais plus comment on fait pour ne pas voir le marché qui se recale tout seul. Bloquer la vue. Yes. Ok, donc on va chercher un chandelier en B. Voilà, là vous avez un joli B, vous voyez, hop, double distribution. Et on n'a pas généralement des chandeliers très grands sur ces types de bougies-là. Donc voilà, un pur B, donc c'est une des structures. Là vous en avez un autre, beau B, d'accord. C'est ce qu'on appelle tout simplement une double distribution. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la journée, les prix se sont distribués autour de 2 points centraux. Généralement donc un support, une résistance. C'est-à-dire qu'ici on a support, ici on a formation de résistance. Et la cassure de ces deux bornes généralement donne une tendance. Donc première structure, repérer ces chandeliers en B. D'accord ? Ces chandeliers, enfin repérer ces structures de prix en B. Quand vous avez une structure en B, c'est très pratique parce que la cassure d'une borne vous permet de très facilement gérer votre stop sous la suivante. On va voir après qu'il y a d'autres éléments qui permettent de hiérarchiser et de donner des probabilités de sortie, soit haussière, soit baissière, de ce type de chandelier-là, et donc de gérer son risque. Mais là, on va rentrer dans la difficulté après. Là, pareil, vous avez un joli B. Hein. Voilà, bon, donc il y a le B. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle un chandelier de distribution. Un chandelier de distribution simple, c'est-à-dire que vous avez très peu de volume dans le bas ou dans le haut du chandelier et beaucoup de volume dans le haut avec une clôture se faisant dans la partie haute de ce chandelier. Donc là, vous avez donc un chandelier de début de tendance parfait. C'est-à-dire que là, on rejette cette zone de prix. On a bien trouvé un support ici. Vous voyez d'ailleurs, il vous marque plein de zones bleues. C'est-à-dire que quand on revient chercher ces zones, elles font support la fois suivante. Parce que ça, c'est l'algo qui gère tout ça, c'est-à-dire qu'il va vous enregistrer les zones. Enfin, j'avais fait un truc de dingo sur ce machin-là. Ça représentait des mois et des mois de boulot pour arriver à ça.
j'essaie de trouver une structure pour vous faire ça de façon simple, parce que c'est vraiment compliqué le market profile. Donc voilà, alors on va pas rentrer dans toutes les structures de chandelier. À la limite, ça, je vous invite à vous renseigner sur Google, sinon en 1 heure, ce sera pas possible. Mais on va dire que toutes les sources Market Profile sur le web vous expliqueront les différentes structures de chandelier, la distribution simple, la double distribution, le chandelier de tendance, le rejet haussier, rejet baissier, tout ça. Ils vous expliqueront tout. Donc je vais pas perdre de temps là-dessus, puisque cette information, vous la trouverez, elle est qualitative sur le web. Donc moi, je vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc on va étudier plusieurs paramètres. Donc la forme, la structure de la répartition du temps à l'intérieur du chandelier. Et on va regarder d'autres choses, d'autres éléments qui sont propres au market profile, qu'on appelle donc ce qu'on appelle la VA, la zone de valeur, et ce qu'on appelle l'IBR, qui est donc l'IB range. Okay, je vais vous expliquer ce que sont ces deux choses, c'est très simple. L'IB range, c'est ce qu'on appelle les 2 premières heures de cotation de la journée. C'est-à-dire que l'IB range, c'est la balance initiale de la journée. C'est les 2 premiers chandeliers, ah non, c'est 1 heure, c'est les 2 premiers chandeliers 30 minutes qui ont conditionné cette bougie. Donc généralement, vous le savez, dans un marché, alors c'est conditionné généralement, c'est fait pour utiliser et analyser les marchés actions d'abord. Ça marche après sur le Forex, mais c'est surtout fait pour les marchés actions. Donc voilà, la balance initiale, c'est en général, on utilise ça parce que c'est là où se positionne le volume indiciel, en général à l'ouverture des marchés, c'est là où on a le positionnement rapide des investisseurs, le sentiment de la journée. C'est pour ça que quand vous allez avoir donc des gros IB range et des journées qui restent autour de cet IB range, c'est ce qu'on appelle typiquement une journée de range, une journée neutre, une journée sans tendance. C'est-à-dire qu'on a trouvé des acheteurs et des vendeurs directement à l'ouverture, le reste du prix en général se distribue autour de cette ouverture-là au sein de la journée. Donc l'IB range, la première heure de cotation, quand on est en daily, quand on est en weekly, ça va être le premier jour. Mais vous comprenez bien, en fait, c'est le moment, c'est les premières unités de temps qui permettent de composer le chandelier qu'on surveille. Parce que là, on regarde des jours, mais on peut très bien regarder des semaines, regarder des mois en market profile, ça fonctionne de la même façon. Donc l'IB range, c'est ça. Ça permet de savoir où le chandelier a commencé et quelle amplitude de prix on a balayé sur les premiers instants de création et de formation des chandeliers. Ensuite, donc, la VA, c'est ce qu'on appelle la Value Area, ça représente 70% de la répartition du prix autour du POC. Qu'est-ce qu'on appelle le POC? C'est tout simplement le prix qui a accumulé le plus de temps. C'est-à-dire le prix sur lequel on a passé le plus de temps. Il y a le plus de chandeliers qui sont passés sur ce prix, et donc ce prix a été proposé le plus longtemps au sein de la journée. C'est ce qu'on appelle le POC, le Point of Control. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'endroit tout simplement où les investisseurs sont plus ou moins tombés d'accord, soit à l'achat, soit à la vente. Le POC, ça va être un prix qu'on revient voir très souvent, parce que c'est une zone du coup où il y a du volume. Et donc ce qu'on appelle la VA, c'est donc la répartition spatiale du prix autour de ce POC. Alors pour calculer le POC, pour calculer la VA, je vais vous l'expliquer, mais ce ne sera pas clair pour tout le monde et je n'ai pas le temps de vous l'expliquer très sincèrement dans des grands détails. Mais tout simplement, on part du POC, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va distribuer des points en fait. On va partir du POC et on va dire, donc là j'ai un point à distribuer. Je vais regarder à gauche de mon POC, je vais regarder à droite de mon POC, d'accord? Tournez la tête sur la droite à 90 degrés. Vous dites voilà, je pars de mon POC. Alors je vais prendre une journée plus classique. Voilà, je pars de mon POC. Je vais regarder à gauche et à droite. La bougie là, enfin la bougie, l'histogramme qui a le plus de valeur gagne le point. Super. On recommence la partie et celui-là donc n'existe plus. Maintenant, je vais regarder à partir de mon POC et je vais comparer ce point-là avec celui-là. Cette fois, c'est celui-là qui gagne. Donc je mets un point à droite. Je recommence. Donc là, c'est un point à droite. Un point à droite. Un point à droite. Ah là, ça revient à gauche parce que celui-là, il est plus grand que celui-là. Donc je distribue là. Ensuite, ça revient à droite. Ensuite, ça revient à gauche. Ensuite, ça revient à droite. Ensuite, ça revient à droite. Ensuite, ça revient là. Et dès qu'on a réparti 70% des points de l'intégralité du chandelier, terminé. On a constitué ce qu'on appelle la VA. Et c'est dans cette zone-là où, normalement, on a 70% de la représentation volumétrique du chandelier. Ce qu'on appelle la VA, tout simplement, c'est que ça va définir la zone dans laquelle se trouve le consensus de cette journée. D'accord? Le prix moyen de la journée, il se trouve à l'intérieur de la VA, et ce qu'on va appeler les prix de rejet se trouve à l'extérieur de la VA, c'est-à-dire les prix intéressants. Encore une fois, rappelez-vous et pensez que le marché, c'est un peu comme l'Argus automobile. Si vous achetez le prix moyen, vous ne faites pas une affaire. Si vous cherchez à vendre, si vous vendez sous ce qu'on va appeler donc la VA, c'est cette valeur acceptée, vous faites une affaire. Si vous vendez au-dessus de la VA, vous faites une affaire. Si vous achetez en dessous de la VA, vous faites une affaire. En tout cas, une meilleure affaire que tous les gens qui se sont positionnés à l'intérieur, puisque vous faites donc partie des 30% de gens qui ont réussi à se positionner plus intelligemment que les 70% des autres. Okay? Tout simple. Donc, la première des règles, ça va être ça, d'essayer de ne pas trader dans la VA,
des journées, d'essayer d'attendre que le prix en sorte pour pouvoir trader en fonction. On tradera bien évidemment le pullback d'époque, c'est-à-dire que généralement la journée suivante reviendra visiter le POC de la journée précédente. C'est pour un effet mécanique, c'est-à-dire que le marché il avance toujours à tâtons. Il ne sait jamais réellement où il va le marché, sauf quand il est en tendance. Donc quand vous allez voir des POC laissés vierges, ce qu'on appelle un POC vierge, c'est-à-dire qu'en fait on crée un POC sur la journée -1 et la journée N plus 1, enfin J plus 1, ne vient pas revisiter ce prix. Donc ça laisse ce qu'on appelle donc un POC vierge, et ça veut donc dire qu'ici, il y a généralement, si on casse là comme on l'a fait par le bas, ici il y aura une résistance quand on viendra tester ce prix la prochaine fois, puisque ce prix n'a donc pas été retesté par le marché, et donc ça veut dire qu'ici on avait constitué une grosse résistance. C'est d'ailleurs pour ça que l'algo vous le détecte et vous le met en rouge, comme une zone rouge où normalement la prochaine fois qu'on viendra tester ce prix-là, ça revendra en initial. Ok ? Il y a plusieurs choses qui vont permettre de définir tout ça. Ces zones rouges, c'est très compliqué à définir, c'est des algos vraiment complexes. Encore une fois, ce sont des patterns que j'utilisais moi en market profile, que je vous ai codés pour que vous n'ayez pas à les apprendre par cœur et tout simplement à les avoir sur les graphiques. Mais là, on n'a vraiment pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Donc en fait, market profile, vous allez le trader avec la conjugaison de ces trois informations. La structure de répartition des prix sur les chandeliers précédents, d'accord. Et vous allez évidemment regarder la répartition du volume à travers l'IBR, savoir est-ce qu'on a beaucoup bougé dans cette journée ou est-ce qu'il y a eu un consensus très rapide qui s'est formé dans cette journée. Et on va regarder où s'est réparti 70% du volume et où s'est réparti et où se trouve le POC. Et en fonction de ça, on va avoir des profils de chandeliers qui généralement donnent des patterns et des fortes probabilités que la journée suivante ressemble à ci ou à ça. Encore une fois, ça reste des probabilités, on ne sait jamais, rappelez-vous, théorie du chaos. Donc, ça va simplement vous donner l'illusion de comprendre ce qui s'était passé la journée précédente et de spéculer sur ce qui pourra se passer la journée suivante, et ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que le marché va systématiquement faire ce que vous pensez, loin de là d'ailleurs, mais ça va vous donner un certain confort parce que vous aurez l'impression de comprendre ce qu'il se passe. Donc, je vais vous donner quelques cas typiques de chandelier, parce que là, évidemment, moi, sur cet algo-là, je vous ai quand même bien fait le boulot, c'est-à-dire que je vous ai tellement mâché le travail que c'en est presque indécent, puisque, en fait, vous avez une identification des chandeliers par polarité, c'est-à-dire que moi, j'identifie au sein du chandelier les paramètres qui sont généralement haussiers et baissiers, et je donne un indice à chaque chandelle. C'est-à-dire que chaque chandelle, en temps réel, elle a un indice, et à la clôture, cet indice reste, et vous donne une probabilité de ce qui va se passer sur le jour suivant. C'est-à-dire que, par exemple, quand c'est marqué en rouge et que c'est négatif, ça veut dire que probablement le jour suivant va être bear. En tout cas, qu'il faudra chercher à revendre les différentes zones résistantes qui se trouvent à proximité. Okay. Quand c'est gris, d'accord, quand c'est grisé, c'est que on ne sait pas trop, donc il vaut mieux trader à l'extérieur des VA le plus possible pour essayer d'avoir des prix intéressants. Et il faudra être exigeant sur les prix qu'on va demander et assez large sur les stop-loss, puisque donc on ne sait pas trop, c'est un peu indécis. Et après, on suit le chiffre, c'est-à-dire que -6, en général, ça sous-entend que la journée suivante, elle va plutôt être bear. +6, c'est que là, ça pourrait être bull, mais en tout cas, c'est gris, donc c'est pas non plus un chandelier très important. -10, vraiment, là, on s'attend à un chandelier baissier. -15, là, le jour suivant, c'est probablement bear. Voilà. Et de toute façon, voilà, +17, le jour suivant reste un jour qui reste. Enfin, c'est pas forcément que ce sera un jour de tendance, mais c'est un jour qui clôturera plus haut. Voilà, il faut le voir comme ça. La clôture du jour suivant sera probablement plus basse que celle que vous aurez ici. Même chose avec les chandeliers rouges. Après, vous voyez que ça va se planter. Là, par exemple, vous avez un beau chandelier rouge, et pourtant, bam, le jour suivant aussi. Encore une fois, ce sont des algos, ils ne sont pas parfaits, vraiment loin. Alors ça, c'est du market profile. Volume profile, c'est ce que tu as ici, d'accord ? Volume profile, c'est la représentation géographique du volume, d'accord, mais d'un volume qui est réparti sur beaucoup plus longtemps que ce qu'on regarde ici. Voilà. Le market profile, c'est au contraire, c'est plein de petits volumes profile. Mais normalement, dans le market profile, on regarde le TPO, c'est-à-dire le temps, et non pas le volume. D'accord ? Volume, c'est là, temps, c'est ici. Donc allez, on continue parce que putain, le temps passe vite et ça va être compliqué. Donc les différentes structures, je vais vous en donner des grands classiques qui permettent donc généralement d'anticiper des mouvements de marché. Quand vous allez avoir donc une clôture qui se fait hors de l'IB range, c'est-à-dire que vous prenez l'IB range et vous avez une clôture franche hors de l'IB range. D'accord ? Vous voyez ce chandelier par exemple +17, cet indice +17, c'est parce que tout est au bleu dans ce type de chandelier-là. L'IBR se trouve tout en bas, c'est-à-dire on ouvre la journée en bas et l'IB range est tout petit. D'accord ? Et on étale la valeur sur la journée pour venir en plus clôturer tout en haut et hors de la VA.
C'est-à-dire que là c'était le prix d'acceptation de la journée. Le POC se trouve hors de l'IB range, au-dessus, et on va clôturer au-dessus du POC et au-dessus de la VA. C'est absolument génial. C'est là on est vraiment best case scénario. Les boules ont carrément tout raclé sur cette journée. Au début de la journée, ils ont pris le contrôle et ils l'ont tenu toute la journée. Voilà ce que ça veut dire. Ok ? Et là, généralement, le jour suivant, si on vous propose le POC, il faut l'acheter. Mais on ne vous le propose pas tout vent. Là, par exemple, le POC n'a pas été projeté, n'a pas été redemandé par les prix. Donc vous pouvez être sûr qu'ici, quand on a ouvert, on a d'abord rebondi avant d'échouer. Très probablement. Parce que ce POC, ici, c'était une zone de support. Mais vous voyez, l'algo, il vous détectait la zone de support ici et ici. Et en fait, regardez, c'est ça qui est beau. C'est que vous prenez les zones de volume et vous vous dites... alors putain, il faut que je retrouve les outils. Je suis plus du tout habitué à l'ATS. C'est ouf, comme ça a disparu. Oh là là, je me souviens plus du tout, mais alors vraiment, vraiment plus du tout. Comment on fait pour tracer juste une ligne, con? Ah bah c'est ça. Alors, voilà, une ligne horizontale. Donc vous alliez avoir, par exemple, avoir sur cette journée-là deux prix d'intérêt. Celui-là et celui-là, parce que les deux se trouvaient en zone bleue. Donc ici, vous cherchiez probablement un premier petit achat à sécuriser avec un stop, donc sous la zone bleue qui s'arrêtait ici. Et vous jouiez toujours les zones de volume. Il faut savoir que sur une zone de volume, on achète généralement juste en dessous. C'est-à-dire que le pic de volume, tout ce qui se trouve en dessous du pic de volume, c'est les zones pour acheter. Au-dessus, c'est plutôt les zones pour vendre. Donc quand on cherche à acheter, on n'achète pas pile le pic, on achète juste les quelques ticks en dessous. Voilà. Donc là, par exemple, c'est ici qu'on pouvait trouver probablement un premier support, donc un premier achat spéculatif, où là, boum, on vient, on achète le prix. Normalement, il y a un rebond ici du prix qui va revenir tester des résistances, et j'imagine rechuter derrière pour venir chercher le deuxième niveau. Et vous voyez que mécaniquement, ici, ça a été donc le point bas de la journée, juste sous le pic, ici, boum, le marché se rachète, et il vient clôturer en haut. Donc là, vous voyez qu'il y a bien une journée de support qui a été invalidée le jour suivant. Mais si on avait bien une belle journée de support, avec une clôture au-dessus de l'IB range et au-dessus de la valeur, ça, normalement, franchement, ça laissait quand même tenter un marché haussier derrière. Ça laissait à penser qu'on aurait un chandelier haussier. Vous voyez qu'en plus, ce chandelier, il avait été identifié avec ce petit algorithme-là, qui définit donc des patterns. TR pour dire trend, VA pour dire que la value area a été non cotée, donc c'est ce qu'on appelle un gap de valeur. BK, ça veut dire les chandeliers de break. R, c'est les chandeliers de range. C'est-à-dire que l'algo, il vous identifie plusieurs choses, la force de la chandelle et la pattern identifiée sur ce type de chandelier-là. Okay, donc là, par exemple, il identifiait WK qui veut dire weak, c'est-à-dire qu'on avait un chandelier à mèche basse qui peut très probablement catalyser un renversement de marché s'il vient tester un support. Et ici, c'était le cas. Donc vous voyez que la cassure de ce chandelier-là a complètement tué l'espoir de tendance haussière. C'était break contre chandelier baissier, c'est les baissiers qui ont gagné ici. Mais ici, essayer de jouer des achats, ça a donné des gains, encore une fois. Hein. Donc le market profile, ça va être d'essayer de jouer des zones de liquidité. Encore une fois, on ne cherche pas à faire de swing trading en market profile, mais juste à trouver des points de scalping. Alors c'est pas du scalping, mais c'est pratiquement ça. C'est-à-dire que là, vraiment, on va acheter ici, puis on va se dire, ok, ça va être pack. Et dès qu'on revient là, je sors. C'est-à-dire vraiment de jouer des zones de prix où normalement la réaction va être pratiquement mécanique. Ok, c'est vraiment ça l'intérêt donc du market profile. Je vais essayer de vous donner... Oula. Alors, je vais vous donner autre chose. Donc voilà, les chandeliers les plus tendanciels, donc comme je vous dis, c'est quand le chandelier clôture tout en haut, au-dessus de tout, entre guillemets, au-dessus de la VA. Voilà. Après, donc les chandeliers les plus neutres, en général, c'est ce qu'on va appeler le plus inintéressant, c'est-à-dire clôture à l'intérieur de l'IB range, c'est-à-dire que la journée clôture sur les premiers prix qu'on a balayés à l'ouverture du chandelier, donc il n'y a vraiment pas de consensus. La zone de valeur est généralement assez étalée, c'est-à-dire très large, et en général... Alors, attendez, d'ailleurs, je suis en train de voir un truc. Notre VA, elle est à combien là? Si, elle est à 70. Ok. Donc, en généralement, la VA est assez large et effectivement, le POC se trouve. Alors, quand vous avez le POC à l'intérieur de l'IB range, c'est-à-dire vraiment, on ouvre et c'est là où on passe le plus clair du temps de la journée. D'accord. Et dans ce cas-là, on va regarder la clôture. Si la clôture se fait à l'intérieur de l'IB range, c'est sans intérêt. Si la clôture se fait à l'intérieur de la VA, sans intérêt, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de consensus, on a fait mumus dans la journée, mais il ne s'est rien passé. Si la clôture se fait hors de l'IB range et hors de la VA, ça a été une journée de range, mais qui donne un léger sentiment pour la journée suivante. C'est-à-dire que la journée suivante, on va essayer d'acheter avec un stop ou de vendre là. Admettons, voilà, si on prend ce chandelier-là. Alors pas celui-là, on va prendre un vrai chandelier de range. Un qui a distribué très peu de valeur. Voilà, celui-là. Ça, c'est un pur chandelier de range. Vous voyez, on fait IB range,
Là, on est venu du coup clôturer à l'intérieur, c'est-à-dire on vient clôturer dans l'IB range, dans la VA et proche du POC. C'est vraiment un chandelier, tout ce qu'il y a de plus neutre, ça. Hein. Et on a bien eu une petite distribution au-dessus. Donc là, on a les zones pour vendre, là, on a les zones pour acheter. En général, sur le chandelier suivant, si ici, par exemple, la clôture, elle s'était faite là-haut, c'est-à-dire au-dessus de l'IBR et au-dessus de la VA, on aurait eu un sentiment plutôt haussier pour la journée suivante. C'est-à-dire qu'à la clôture de ce chandelier-là, en général, on achète le futur et on place un stop ici. Et généralement, le jour suivant, le futur va s'étaler un peu à la hausse, vous donne un joli gain, et vous prenez le gain immédiatement. Ça ne nécessite pas une tendance, mais ça veut dire que le jour suivant, on va d'abord essayer de chercher des résistances. Je vais essayer de trouver... Voilà, là on a un bel exemple. Vous voyez, un IB range, une VA tout en haut du chandelier, et le chandelier, bam, qui vient clôturer tout en bas. Un truc comme ça, là, à la clôture du chandelier, vous pouvez revendre. C'est-à-dire que là, très clairement, vous vendez à la clôture du chandelier avec un stop ici. Vous voyez que la journée suivante, on a déclaré des tendances baissières. On est quand même remonté chercher le POC, hein. Mais ici, vous pouviez vendre sans trop de problème à la clôture de ce chandelier, avec une bonne probabilité de tenir une belle résistance ici. Putain, mais il y en a tellement à dire sur ce truc, c'est affreux. Ça va être vraiment compliqué en une heure. On va peut-être essayer de faire... ça fonctionne sur BTC. Alors le problème, c'est que là, BTC, je ne peux pas l'avoir sur FXCM, parce qu'il ne le propose pas. Attendez, ou alors... mais je crois pas, hein, il ne propose pas BTC. Regardez, mais ça m'étonnerait. Non. Il ne propose pas le BTC. Mais théoriquement, ça fonctionne, hein, puisque de toute façon, c'est un chandelier. Ça produit des chandeliers daily, et normalement, ça fonctionnera. Hein. Ça reste ce sera plus apparenté à du Forex, mais normalement, ça fonctionne. Alors, pas de problème pour IB range, c'est-à-dire... Non. Alors, encore une fois, bon, c'est vrai que ça peut causer un problème. L'aspect technique de l'IB range, effectivement, sur un marché qui n'a pas d'ouverture, mais tout simplement, en fait, vous allez regarder où se répartit le volume. D'accord. C'est-à-dire que vous regardez, sur une journée de BTC, c'est surtout la nuit, effectivement, qu'on a du volume sur les sessions asiatiques. Donc c'est cette session-là que vous utiliseriez théoriquement comme IB range. Parce que dans cet indicateur-là, vous pouvez tout custom normalement. Vous pouvez choisir où se trouve l'IB range, c'est-à-dire vous pouvez faire un custom IB range. D'accord. Là, par exemple, vous pouvez lui dire, moi je veux un IB range de 3 heures. Je veux un IB range de 3 heures sur la session asiatique. Comme ça, voilà, comme ça, vous pourrez avoir votre IB range sur la session asiatique. C'est-à-dire que vous servez de la session asiate comme repère dans le marché, puisque c'est là où on exécute le plus de volume sur les journées de Bitcoin. Et après, vous regardez comment, une fois que ce volume s'est exprimé, le reste de la journée se déroule. Est-ce qu'on sort de la zone initiale, donc la balance initiale, l'IB range, ou est-ce qu'on reste dedans? Et en gros, est-ce qu'une fois que le consensus d'ouverture est trouvé, on reste dedans, quoi? Bon, après, honnêtement, là, il va falloir que vous fouillez beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup de choses à savoir sur les market profiles. Là, vraiment, le but aujourd'hui, ça va être de vous dégrossir un peu le travail pour que vous compreniez un peu le principe. Oui, vous avez toute la nuit, mais pas moi. Alors, je suis vraiment épuisé, et en plus, il faut que je fasse la même en anglais juste derrière, donc j'aurai vraiment pas le temps de rentrer dans beaucoup de détails. Le but, vraiment, ça va être ça. Ça va être de vous teaser un petit peu, voir si le principe vous correspond, si ça vous plaît, et après, il va falloir vous renseigner. Et éventuellement, on refera des émissions spécifiques sur certains trucs. Mais voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe de ce truc-là, c'est donc d'essayer d'étudier la structure du prix pour en déduire la probabilité future du jour suivant. C'est-à-dire que la visibilité, elle est très courte là-dessus. On ne cherche pas à faire des swings, à garder des trades pendant 15 jours. Là, on cherche juste à savoir ce qui a le plus de chances de se passer le jour suivant. Est-ce qu'on va revisiter ce qu'on a coté sur le jour en cours? Et si oui, quels sont les prix qui pourraient être intéressants à trader? D'accord. En sachant qu'on trade toujours, donc comme je vous l'ai dit, en cherchant les pics de volume, ce qu'on va appeler les HVN, High Volume Node. Et pour un vendeur, ce sera intéressant juste au-dessus de ce prix. D'accord. Et pour un acheteur, ce sera intéressant au-dessous de ce prix. Donc après, évidemment, il va falloir définir un biais quand même. Il faut toujours prendre un choix. C'est pour ça que même en market profile, le contexte est obligatoire à étudier. Vous allez devoir étudier votre contexte pour savoir s'il faut trader un range sur l'UT supérieur ou une tendance ou un machin pour orienter votre choix. D'accord. Mais si par exemple votre contexte ici vous dit, allez, dans cette zone-là, vous devez rechercher des ventes. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez attendre d'avoir des chandeliers négatifs, c'est-à-dire avec des indices moins négatifs.
et de préférence avoir des indices en rouge, ou avoir une pattern en rouge, d'accord? Mais avoir du rouge. Donc là, par exemple, ici, vous feriez rien, 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 rien. Là, vous commenceriez à vous dire, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, par exemple, sur un chandelier comme ça, celui-là, on l'analyse. Donc on va faire l'analyse, on va se remettre dans le contexte ici. On va se dire, voilà, par exemple, donc dans celui-là de chandelier, on va se dire, alors je ne me rappelle plus comment ça fonctionne le replay sur Trading Station, faudrait que je ne sais plus. Le volume profile, il y est sur TradingView, il est dispo celui-là. Le market profile également. On ira faire un point justement après sur le market profile. Mais voilà, donc là, admettons, notre contexte nous dit qu'il faut plutôt chercher des ventes sous la résistance qui se situe à peu près par là. Donc ici, dans notre cadre technique, on vient chercher les prix qu'on va vendre. Rappelez-vous, le but c'est d'éliminer 80% des prix. Donc on attend au minimum un premier sentiment bearish. Donc on a vu que ça se déroulait ici. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est je vais essayer de voir si je peux pas faire comme dans trading, comme dans ah non, on peut pas choisir l'opacité. Bon, tant pis. Je voulais voir si je pouvais pas faire une black box, hein, mais voilà. Bon bref, donc le principe ce serait ça. Donc se dire à partir de là, ok c'est bon, on peut commencer à vendre. Donc le premier truc, on regarde la structure du chandelier. Bon, ça vient clôturer à l'intérieur de l'IB range, à l'intérieur de la VA. Donc là, on n'a pas encore un sentiment très 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 vendeur. Mais par contre, ce qu'on va se dire, c'est qu'effectivement, sur ce chandelier-là, on va essayer de vendre ce qui est juste au-dessus du POC. Ou en tout cas, on va essayer, par exemple, sur cette journée-là, de définir ça comme une zone de vente. C'est-à-dire, on prend le POC, tout ce qui se trouve au-dessus, c'est à vendre, en sachant que plus on va monter, plus on aura des prix intéressants à vendre là-dedans. Mais le jour suivant, c'est là-dedans où on va chercher des ventes. Ok ? Des petites ventes, et ce qu'on va faire, effectivement, c'est qu'on va placer un stop au-dessus du plus haut qui a été coté sur la journée. C'est-à-dire que là, dans le scénario, si on devait le faire, on aurait ce cadre-là, ce cadre technique, où ici, on aurait donc placé un stop loss, au-dessus du plus haut coté sur la journée, ici, d'accord ? Alors là, on pourrait prendre la petite mèche sur le futur, mais sinon, on se met un peu large, on se dit, voilà, le plus haut du chandelier ici, on a une potentialité négative parce qu'on a un -2, mais il reste gris, donc c'est pas franchement le top. Donc on garde un stop quand même assez large, on peut même se mettre un peu plus loin si on veut. Et on se dit, cette zone de là, elle est à vendre. Le minimum, c'est de venir prendre le POC. Et le POC, encore une fois, c'est l'Argus du jour précédent. Et comme là, on n'a pas une journée ultra baissière, bah, effectivement, il ne faut pas chercher à vendre le POC, il va falloir chercher à vendre un petit peu plus haut. Moi, théoriquement, sur ce genre de journée-là, je vous le dis comment j'aurais fonctionné. Hop, moi je serais venu là et j'aurais étudié la chandelle, vous voyez, hop, et j'aurais dit le POC c'est pas le plus intéressant, ça c'est probablement le prix le plus intéressant. Vous voyez, ici il y a un petit creux et une nouvelle bosse de volume. Cette bosse de volume elle se produit dans l'IB range, mais elle se produit hors de la VA. Donc ça veut dire que là j'ai des prix attractifs à la vente. Si ce prix-là m'est proposé, je vendrai ce prix-là. Donc là par exemple, ce que vous auriez fait, c'est que tout comme on aurait fait avec de l'héliotisme, d'accord, la conclusion reste la même. Vous seriez dit au sein de cette journée, je cherche à vendre autour de ce prix-là, c'est-à-dire je vais attendre que les prix viennent tester cette zone-là, et je vais chercher en intraday mes signaux d'indicateurs derrière qui vont me donner la limitation du risque pour pouvoir vendre. C'est-à-dire qu'ici, si après avoir testé ce prix, j'ai un double signal vendeur, bam, je prends le double signal vendeur et je mets mon stop comme je l'ai fait. D'accord ? Le signal doit se produire au sein de cette zone, c'est-à-dire au-dessus du POC. C'est obligatoire, ça doit se faire au-dessus du POC parce que c'est le prix minimum que je suis prêt à accepter donc, dans ce scénario-là. D'accord ? Le prix maximum, on a dit c'est le plus haut du jour, on veut éviter que ça aille plus haut que ça, et on va donc essayer de vendre là-dedans. Vous voyez que là, ça a parfaitement respecté le truc. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les zones de support. Donc là, on va regarder dans le passé, et on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait conditionner un support. Vous regardez la journée précédente ici, boum, vous avez un petit pic de volume hors de la VA. Ça, c'est probablement un support. Le chandelier avait un indice positif. Ici, vous avez effectivement votre target. Alors je sais, vous allez dire c'est trop facile parce qu'il sait déjà ce qui s'est passé. Mais ici, on avait un scénario de trading. Vente, achat. On se rachète ici. Le but de ce truc-là, d'accord, c'est que si dans votre contexte, vous vous dites, OK, il y a une tendance possible à la baisse derrière, si pour une raison X ou Y, il y a une tendance baissière, là, vous prenez un TP 50% et vous gardez 50% du reste affilé pour une éventuelle tendance. Mais normalement, on ne joue pas comme ça. Market profile, c'est vraiment des zones de liquidité et on va vendre une zone parce qu'elle est supposée rejeter les prix et on va encaisser dans une zone où le prix est supposé s'arrêter. Et on ne cherche pas à réfléchir plus loin.
D'accord? Là, par exemple, le chandelier aurait clôturé en bas. On avait toutes les raisons de se dire, ok, ce chandelier, il clôture -6, c'est pas dégueu. On clôture en bas, hors de la VA, et l'IB-range se trouve tout en haut. Ça veut dire qu'on a ouvert en haut et on clôture la journée en bas. C'est un très bon signal négatif de clôture de cette journée-là. Donc là, effectivement, on pourrait se dire, je prends mes 50% de bénéfices ici et j'en garde la moitié pour le jour suivant parce qu'on ira probablement plus bas. D'accord? Le jour suivant, il se passe quoi? Donc là, on identifie le truc, on se dit, ok, là c'est bien, c'est chouette d'être vendeur. Maintenant, où est-ce qu'on gère son risque? Bon, ben, sur un chandelier comme ça, normalement, là, la zone de vente, ça devient même chose que le jour précédent. On prend le POC, donc aura été ici, et la zone de vente, c'est toute la VA. Ce qui se trouve au-dessus de la VA, normalement, ici, c'est une très forte résistance. C'est donc ici que, normalement, vous gérez le risque. C'est donc ici qu'on met son stop. Là, normalement, on a eu un gros chandelier baissier, donc toute la valeur au-dessus, tout ce qui se trouve au-dessus de la VA, normalement, c'est un rejet baissier. C'est-à-dire une zone de résistance dans laquelle les prix ne doivent pas aller. Si on est vendeur. Si ça reste vendeur, on reste loin des résistances et on va chercher à tester des supports. Donc là, ensuite, on va tester et on va regarder d'autres supports qui n'ont pas été visités. Là, on avait bien un support, ça n'a pas été visité par le cash. Donc là, hop, premier support à aller retester. Évidemment, là, on aura une prise de profit obligatoire parce qu'on est sur un POC vierge, c'est-à-dire une zone où les acheteurs, la dernière fois qu'on a vu ce prix, tenaient le marché et ils vont très probablement le tenir de nouveau quand on fera un pullback sur ce niveau. Vous avez de nouveau ici un scénario de trading le jour suivant, avec donc une vente ici, mais très sincèrement dans un scénario pareil, hop, vous pouvez... Merde, je vais y arriver. On va le refaire. Dans un scénario pareil, vous pouvez vous dire que, franchement, le POC, c'est le prix le plus intéressant. Là, c'est ouf qu'on soit remonté pour venir chercher le POC. Hein. Moi, normalement, dans un chandelier comme ça, je prends toute la VA. C'est-à-dire que là, moi, je me dis, on a clôturé tout en bas, sous la VA, sous l'IB-range, c'est que normalement, ici, les vendeurs tiennent cette zone. Donc, si on revient la tester, je vends. D'accord? Et dans ce cas-là, il y aurait eu 3 prix à trader ici, précisément sur ce chandelier. On prend toujours les zones de volume. Donc, le POC, la petite zone de prix légèrement au-dessus. Là, ça c'est le best price, c'est-à-dire que celui-là, si on vous l'offre, vous le prenez avec du levier parce que le stop est juste au-dessus. Celui-là, et moi je dirais ce prix-là éventuellement à trader assez agressivement. Ce qui veut dire que là, le marché, il clôture ici. Donc le lendemain, première des choses, vous attendez ce prix-là. S'il y a un signal après ce prix-là, vous prenez la vente. Le stop se trouve là, peu importe. Si le marché ne vous donne pas de signal de vente, vous rentrez, vous attendez que les prix rentrent dans la zone de vente, teste soit ce niveau, soit ce niveau, soit ce niveau, procure un signal vendeur. Dès que vous avez le signal vendeur, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être le sommet de marché, ça veut juste dire que vous avez checké vos 3 étapes, vous avez fait votre contexte, vous avez trouvé un cadre technique, vous avez un signal qui corrobore ce cadre technique, vous tradez. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Évidemment, vous savez où gérer votre risque et vous avez donc une stratégie de trading toute simple. Vous savez que c'est ces prix-là que vous voulez trader, pas le reste. Donc vous attendez que les prix arrivent là-dedans. Vous savez où vous gérez votre risque avec votre stop loss. Vous savez où se trouvent vos targets, là et là. Évidemment, si on arrive ici et que vous êtes showtime et que vous ne voulez pas prendre les bénéfices, s'il n'y a pas de signaux acheteurs ici, pas de TP, rien du tout, ben vous restez vendeur ici. Et vous tirez jusqu'à ce qu'il y ait des signaux acheteurs. Okay, sachant que là, vous aviez donc 3 supports à tester ici en objectif pour cette journée-là. Donc c'était les entrées, le stop, ici une première zone de TP sous condition de signal, ici un TP obligatoire parce qu'on arrive dans une zone bleue, donc là il faut absolument sécuriser, et ici par exemple un deuxième TP si ce prix est proposé. Là vous voyez cette chandelle elle fait quoi? Boum, elle vient chercher le premier niveau, ici ça a probablement, donc on ouvre là, d'accord, ça ouvre ici, donc là ça chute, le cash réouvre là, il a probablement fait quoi au sein de cette journée? Il a vendu d'entrée de jeu, on est probablement venu là. On a dû prendre votre premier TP très rapidement, venir assez rapidement travailler cette zone-là, s'en extraire par le bas, passer le plus clair de la journée en bas ici, c'est-à-dire à travailler tout le volume des TP en fait, le vôtre y compris, puisque du coup vous aurez été TP tout en bas de la journée. Ici on travaille le volume et en fin de journée, boum, ça revient clôturer au-dessus de la VA, au-dessus de l'IBR avec une grosse mèche basse. C'est détecté en chandelier positif, chandelier weak. Là il va de soi que normalement, suite à un chandelier pareil, vous ne devez plus être vendeur. Ok? C'est pas compliqué là. Et normalement, suite à un chandelier comme ça, vous allez chercher à acheter la zone bleue le jour suivant. Là, ça n'a pas fonctionné. Mais vous voyez qu'en même temps, vu le temps qu'on a passé ici, effectivement, vous êtes rentré là. Le marché aura cassé le plus bas du chandelier, mais il sera venu vous proposer votre prix d'entrée des centaines de fois. Puisque vous voyez qu'on a passé la plus claire de notre temps sur cette zone-là.
Donc vous serez rentré à l'achat sur cette zone-là, mais vous aurez eu l'opportunité de ressortir au même prix des dizaines de fois. Ce qui fait que là, vous n'êtes pas piégé par le marché, mais là, comme vous aviez un chandelier positif et que la clôture se fait plus basse que le jour précédent, ici, à la clôture de ce chandelier, vous ne pouvez plus rester acheteur. C'est-à-dire que là, à la suite de ce chandelier-là, vous ne savez pas comment trader. Ça, c'est ce qu'on appelle un chandelier bâtard. C'est-à-dire que là, vous avez un truc complètement fou, intradable, avec qu'une probabilité. Vous avez Liberange en bas, ce qui donnerait un sentiment plutôt haussier à ce marché. Vous avez la VA en haut, c'est bien. Vous avez une clôture au-dessus de la VA, au-dessus de Liberange. Ça donnerait effectivement, normalement, un sentiment acheteur. Mais le problème, c'est que vous avez cassé le sentiment acheteur de la journée précédente. Ça neutralise intégralement tout ça. Et vous avez surtout, ici, sa clôture-là. La clôture est là. Le chandelier clôture positif, mais il reste baissier. Et malheureusement, ici, ça ne suffit pas. Et vous voyez que le marché, il vient clôturer là, et immédiatement, ça vend. Mais ici, vous ne saviez pas. Le marché, c'était soit il achetait ici et il redevenait haussier, soit il vendait. Et là, effectivement, il choisit de vendre. Et vous voyez, bam, le lendemain matin, tous ceux qui ont retenu les positions acheteuses ici se font dézinguer avec le cash qui ouvre à la baisse. Et là, vous êtes foutu. Le marché ne revient pas chercher le niveau, vous êtes dans une tendance baissière. Et ici, vous le savez qu'il y a tendance baissière. Le marché décroche, ne parvient pas à revenir tester le POC le jour suivant, vous savez qu'ici, il faut shorter. Ok? Pas compliqué, hein? C'est vraiment, vraiment pas compliqué ce genre de truc. Hein? Et là, regardez, on fait le même exercice. C'est pas passé loin, mais là, par exemple, si vous aviez dû... À la fin de ce chandelier-là, vous ne pouvez pas trader. Celui-là, vous pouvez. Parce que là, on a effectivement un joli gap de valeur. Et la journée ne parvient même pas à revenir chercher le plus bas de la journée précédente. Et le futur a été complètement rejeté. Donc là, ce qu'on fait en général dans un chandelier pareil, c'est qu'on va chercher une entrée sur le premier pic de volume ici. Vous voyez que là, ça n'a pas été proposé, mais normalement, c'est ce prix-là que vous cherchez à vendre avec un stop au-dessus du plus haut de la journée précédente. Au-dessus de la VA, en fait, tout simplement. Donc en fait, le truc, c'est que ça vous donne des scénarios, ça vous donne des patterns, donc ça va vous permettre, ça va vous donner encore une fois l'illusion de comprendre ce qui se passe, puisque vous dites, ok, sur cette journée-là, c'est plutôt ça la psychologie du marché, donc demain, c'est probablement ça qui va se passer. Vous avez l'illusion de comprendre ce qu'a fait le marché. Mais encore une fois, c'est juste une représentation graphique, très imagée, très intelligente, mais ça n'en reste pas moins que le marché, il fera ce qu'il veut. Quoi qu'il arrive, il fera ce qu'il veut. Donc, c'est pas parce que vous avez fait une belle analyse market profile que le marché va forcément suivre ce qu'il vous dit. Mais vous avez une gestion du risque, une sélection des prix que vous voulez trader, des prix précis sur lesquels vous allez intervenir. C'est donc un cadre technique agressif et ça correspond donc aux stratégies de trading recommandées pour tous les gens qui ont des petits capitaux ou pour tous les gens qui aiment trader avec du risque. Et surtout pour vous empêcher d'utiliser le levier. Le risque, c'est le seul levier de gain que vous pouvez utiliser qui vous laissera une chance de ne pas crever. En étant conscient que les stratégies avec du risque, tout le monde ne pourra pas les tenir. Il y a des gens qui vont se griller les ailes dessus doucement, par accumuler des pertes. Mais encore une fois, là vous vous serez laissé une vraie chance d'y arriver, alors qu'avec du levier, vous êtes juste mort, c'est qu'une question de temps. Hein? Donc je vous l'ai toujours dit, il y a énormément de gens sur Internet qui vont vous vendre des stratégies faciles, des stratégies à faible risque. Si vous appliquez ces stratégies avec des petits capitaux, vous aurez obligatoirement recours au levier et vous crèverez obligatoirement, ce n'est qu'une question de temps. Donc c'est pas possible. Les stratégies faible risque et des petits capitaux de trading, ça ne va pas ensemble. Ne vous faites pas emmerder avec ça. Tous les gens qui vous vendent des stratégies simples ou des stratégies faible risque, si vous avez moins de 50 000 euros de capital, vous pouvez oublier. Ce ne sera pas rentable pour vous, donc vous mettrez du levier, donc vous crèverez. Donc vous n'avez pas le choix. Tout ce qui est moins de 50 000 euros de capital, il faut bouffer du risque. C'est comme ça, hein, voilà. Et c'est pour ça que c'est dur et c'est pour ça que beaucoup de gens se bouffent en trading, parce que même quand on prend du risque, effectivement, tout le monde ne pourra pas y arriver. Est-ce que vous avez des questions assez précises ou pas? Parce que effectivement, je suis désolé, j'ai pas pu rentrer sur Liberange. Oui. Donc, ce qu'on appelle la balance initiale, ça sert de repère sur l'ouverture du chandelier. La psychologie de Liberange, c'est que le principe, ça va être de voir si le marché trouve rapidement un consensus et comment se positionnera le volume le reste du temps de la journée par rapport à ce consensus à l'ouverture du marché. D'accord ?
Donc c'est comme je vous dis, si Liberange représente plus de 50% de la bougie, ça veut dire que très rapidement, voilà, en fait, les algorithmes, les algorithmes, ce qu'ils vont étudier, c'est ce genre de truc. La taille de Liberange par rapport à la taille de la bougie, est-ce que ça représente 50% de la bougie, plus ou moins 50%? Sa position, est-ce que Liberange, il est en haut du chandelier? Est-ce qu'il est en bas? Est-ce qu'il est au milieu? La clôture du chandelier, c'est-à-dire est-ce que le chandelier clôture dans Liberange? Est-ce que le chandelier clôture sous Liberange, loin de Liberange ou au-dessus de Liberange? Est-ce que Liberange est à l'intérieur ou à l'extérieur de la VA, hein, parce que vous allez avoir des types de chandeliers, où là par exemple, vous voyez, hop, la VA, elle se retrouve complètement au-dessus de Liberange. C'est ça, typiquement, c'est un chandelier haussier. Ça veut dire que les prix d'ouverture, normalement, sont rejetés. C'est-à-dire qu'on ouvre, on a un petit Liberange, et on passe le plus clair de notre journée au-dessus des prix d'ouverture. Normalement, ça donne un sentiment plutôt acheteur dans le marché. En tout cas, c'est un élément positif. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le marché va monter. Ça veut juste dire que l'information de prix qui vous est donnée ici, c'est plutôt un sentiment haussier. À plus long terme, absolument, absolument, absolument. Immonde clôture du Nasdaq, eh bien c'est parfait, c'est pas pour me déplaire ça. Regardez, allez, on va faire l'analyse sur le Nasdaq, tiens. On va aller le faire, symbole Nasdaq, Nasdaq 100. Oh les salauds. On va supprimer phrase 40 et on va mettre Nasdaq 100. OK. Et on va aller faire l'analyse du Nasdaq en market profile. Non, il n'y a pas ces indicateurs sur TradingView, Kamsen, c'est pas possible de coder ce genre de truc. J'ai pas du tout la liberté de codage sur la TradingView que je peux avoir sur la TradingStation. Hein, c'est clair et net. Ça, je suis incapable de le faire hein, sur l'ATS, sur TradingView, pas possible. Oula, oui, bon ben voyez, là, par exemple, la clôture de la journée Nasdaq, traîne de baissier, moins 3. Il nous dit en gros, là, demain, on va plus bas. Hein. Quoi qu'il arrive, on va plus bas. C'est ce qui semble à dire. Hein. Voilà. En tout cas, donc là, on vient de créer une très forte zone résistante pour gérer le risque. Donc évidemment, ça reste baissier tant qu'on ne revient pas visiter cette zone rouge. Et là, tout est raide pour le marché. Ça clôture tout en bas. On clôture avec un Iberange en haut. Une VA assez haute et on clôture sous la VA. On a un POC qui se trouve là-haut. Pour moi, là, ça, c'est un marché qui ne reviendra pas chercher cette zone avant un moment. Et je pense que demain, ça va vraiment saigner sur Wall Street. Pas forcément à mort, hein, mais demain, on va aller plus bas. Alors maintenant, exercice. Vous avez à l'écran, on va chercher quoi demain comme niveau de support? Alors, je ne m'attends pas à ce que vous trouviez les réponses, hein, on soit bien d'accord. Je n'ai pas vraiment eu le temps de vous faire un vrai cours market profile. Mais on va essayer de faire donc un forecast, parce que comme ça, là, on est sur quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Donc, vous verrez demain les prix que je vais vous donner. On va aller les tester, c'est sûr. Donc, visuellement, juste pour voir s'il y en a un ou deux qui ont compris 2-3 trucs. Le POC du 29, bravo. 6867, pourquoi? Zone bleue, oui, oui. Bon, ça, c'est l'algo qui vous mâche le boulot. Hein. Voilà. Mais bon, là, effectivement, ici, vous avez probablement une zone de premier support qu'on retrouvera assez facilement, je pense, sur cette zone de prix. Et ce serait donc là, théoriquement. Là, ici, vous devriez être en train de vendre, d'accord, ou en tout cas de calculer le risque ratio-rendement en gérant votre stop au-dessus de la zone rouge pour viser effectivement cette zone bleue. Et vous, normalement, ici, vous achèteriez un risque ratio-rendement. C'est-à-dire que là, normalement, c'est ici la zone dans laquelle demain, vous allez viser votre prise de profit. D'accord. Donc première zone à prise de profit ici, donc tout ce qui trouve sous le POC à 6911. Dès que les prix arrivent là, vous cherchez tous les signaux de type TP ou signaux acheteurs pour prendre vos bénéfices. S'il ne se passe rien dans cette zone-là, on attend la zone bleue, effectivement. Normalement, ici, on devrait trouver, je pense, des acheteurs, quoi qu'il arrive. Okay. Donc là, le principe, vous vous dites, le stop est là. C'est clair, là, il n'y a pas besoin de réfléchir 107 ans. Votre stop est obligatoirement là. Donc le stop loss se trouve là. Votre target est probablement par là. D'accord. Donc ratio Fibo. Ok. Où est-ce qu'on va essayer de se positionner? Au moins 50%. Donc là, par exemple, ce qu'on ferait, c'est que on attend que les prix reviennent chercher la première zone rouge. C'est-à-dire que là, théoriquement, sur un chandelier comme ça, la seule stratégie de trading que vous pouvez mettre en place, c'est d'essayer de vous positionner à la vente, là-dedans, au-dessus de ce petit pic de volume,
dans la zone rouge. Théoriquement, là, c'est la résistance pour demain. Si ce prix est proposé, il y a un trade à prendre ici. Entrée, stop, target. En respect market profile. D'accord? Pas compliqué. Mais là, on a un vrai chandelier baissier. Hein, voilà, on a un chandelier de trend avec un bon ratio rouge. Bon, -3, c'est pas fantasmagorique. Ça annonce peut-être effectivement qu'on devrait aller chercher cette zone-là demain. Pas forcément nécessairement beaucoup plus bas que ça. Et s'il n'y a pas de réaction acheteuse dans ce chandelier-là, on peut très bien s'enfoncer encore beaucoup plus loin. Hein. Après un chandelier de tendance, il ne faut pas chercher à acheter demain. Demain, on se rachète. C'est tout ce qu'on fait. Mais demain, il faut être vendeur. Mais il ne faut pas vendre n'importe quoi. Il vaut mieux essayer de vendre des prix intéressants. D'accord? Normalement, après un chandelier de tendance, je vous donne des astuces. Normalement, l'Iberange est nativement rejeté par le marché. Ce qui fait que là, le Liberange, le value area, la VA, là, donc la zone grise que vous avez ici, normalement, elle est rejetée le jour suivant. Ce qui fait que là, voilà, moi je mettrais vraiment une zone de vente même légèrement plus bas. Vous voyez, ici. Et je dirais, dès qu'on rentre dans la VA, tous les signaux ici sont à prendre. Ça veut dire que là, la valeur d'hier, normalement, elle est rejetée. Si on revient la chercher, elle sera vendue assez rapidement, voire quasi immédiatement. Donc demain, 7020 grand max, si ce prix est proposé, on recherche des ventes sur le Nasdaq. Avec évidemment, comme je vous dis, un stop là-haut. Et on peut même mettre le stop plus bas. Hein. Là, théoriquement, moi je pense qu'on peut mettre le stop là, gérer son risque ici. Si on rentre dans la zone rouge, c'est qu'il n'y a pas de signal vendeur. Après un chandelier de tendance comme ça, normalement, on ne revient pas à tester la zone rouge. Ici, on doit donc trouver des vendeurs là demain et se péter la gueule. Enfin, se péter la gueule. Et en tout cas, aller chercher des prix plus bas. Des anciens supports qui ont été laissés vierges, sur lesquels on a une forte probabilité, effectivement, je pense, de trouver des petits supports. Ça peut s'utiliser en intraday, puisque vous pouvez utiliser différents time frames. Maintenant, ce n'est pas vraiment une stratégie à utiliser en intraday, mais c'est possible. Voilà, tout est toujours possible. Maintenant, je ne vous recommande pas d'utiliser ça en 15 minutes. Hein, voilà. Le market profile, c'est surtout un truc qui est pensé sur du daily, ça peut s'utiliser en weekly, ça peut s'utiliser en monthly. J'ai envie de dire en 4 heures, c'est utilisable. Tout ce qui va être à moins de 2 heures, ça commence à devenir compliqué. Mais ça vous donnera un trade tous les 2 heures, parce que théoriquement, à chaque clôture de chandelier, vous avez un trade. Sauf les chandeliers inintéressants, comme je vous dis, où vous n'avez aucun consensus et rien à faire. Dans ce cas-là, vous ne faites rien. Voilà. On ne trade que les chandeliers qui donnent une bonne probabilité. Généralement, il y en a 1 sur 2 qui vous permettent de générer des trades à faible risque. Mais encore une fois, faible risque. C'est une stratégie risquée. Donc vous aurez des petits stops, mais la stratégie en elle-même reste risquée, puisque vous mettez donc des petits stops. Ok, est-ce qu'on est clair? Donc il va de soi que si vous voulez, mettons 3 à 4 trades par jour pour faire de l'intraday, effectivement, je pense qu'un market profile sur du 2 heures, c'est pas complètement irrationnel. Et dans ce cas-là, vous allez attendre d'avoir des profils particuliers en 2 heures pour essayer de les mettre à profit en achetant et en revendant les différentes zones. Bon là, comme je lui ai demandé de voir que le cash, effectivement, il vous met que le cash, hein, c'est-à-dire que là, il y a toutes les bougies 2 heures qui sont dans le futur, qui ne sont pas cotées. Mais voilà, vous avez ici quand même des bougies qui sont normalement exploitables. OK. Maintenant, il faut comprendre que normalement, moi, en 2 heures, je n'utilise pas trop. Je ne recommande pas vraiment d'utiliser ça. Je recommande plus de l'utiliser sur le daily. C'est plus un truc de... Mais en même temps, l'avantage, toujours pareil, si vous voulez trader beaucoup, est-ce que vous avez réellement besoin de trader le même actif? C'est pour ça, moi, que je vous invite à trader plusieurs actifs. Donc, si vous voulez plus d'un trade par jour, vous allez faire le market profile sur plusieurs actifs, tout simplement. Et vous allez mettre des alertes sur les prix qui vous intéressent sur tel et tel actif, et vous allez exécuter vos scénarios de trading sous condition de signal, toujours pareil. Mais pour chaque scénario, vous devez d'abord valider l'étape 1, c'est-à-dire vous faites votre contexte, vous faites ensuite votre cadre technique, donc vous regardez s'il y a un truc intéressant en market profile. S'il y a un truc intéressant, vous mettez en place une stratégie de trading en attendant un signal dans la zone que vous avez identifiée. Si vous avez le signal, vous prenez le trade, vous mettez le stop, vous mettez le TP, et puis vous vous barrez. Oui, bien sûr. On retourne du coup sur TradingView. TradingView, là. Voilà. Donc là, par exemple, on va faire BTC. On va mettre du market profile. Donc c'est session volume. Histogram is too large. Ah oui, ok, d'accord.
500 number of rows. Ouais, j'y suis peut-être allé un peu fort avec 500. Bon voilà, mais il a fait le boulot. Alors, donc là je vais quand même lui demander d'y voir un peu plus clair. Donc là on voit le POC, je me fous du developing POC, je veux voir le volume profile et je veux voir la VA. Désolé pour ça. Voilà. Donc là, par exemple, alors ce qu'on va faire, attends. Merde. C'est ça que je voulais faire. Je voulais grossir. Putain, je vais y arriver, c'est pas possible. Voilà. 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 Là, vous avez des market profile. D'accord, sur le BTC. D'accord. Donc là, on étudie. Aujourd'hui, c'est quoi? Alors, malheureusement, ils ne vous mettent pas les IBRange et trucs du style. Ou alors, je crois que si. Je ne suis pas sûr qu'ils vous le mettent. Non, ils ne mettent pas. Donc là, vous n'avez pas d'IBRange, mais vous avez la VA. D'accord. Donc, de toute façon, vous prenez le cours d'ouverture, en général. Donc là, voilà, on a ouvert ce chandelier-là, ici. Voilà, donc l'ouverture du chandelier s'est faite là. La clôture, bah, elle n'est pas encore faite. Donc là, on est sur le chandelier en cours. Donc d'ailleurs, le chandelier en cours, on n'en tient jamais compte, d'accord? On tient toujours compte des autres chandeliers précédents. Le chandelier en cours, il n'est utilisable que lorsqu'il est clôturé, d'accord? Donc on traite toujours par rapport au volume existant des jours précédents. Donc là, premier truc qu'on voit, c'est que pour l'instant, on n'a donc pas tâté, on n'a pas touché le POC du jour précédent. Donc là, théoriquement, il y a un attrait pour ce prix-là sur le Bitcoin de revenir tester le POC du jour précédent. Donc là, je dirais qu'il y a encore un petit sentiment acheteur sur le Bitcoin qui pourrait donc nous tirer normalement vers un test du POC du jour précédent. Ce qu'on voit, c'est qu'on évolue sous la VA du jour précédent. Donc pour l'instant, le marché a plutôt un sentiment légèrement bear par rapport au jour précédent. Maintenant, bon, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas non plus cataclysmique, puisqu'on n'est pas en train d'installer une VA sous le plus bas du jour précédent. Donc on a la VA qui s'oriente très légèrement à la baisse, mais ce qui serait bon, par exemple, ce serait que ce soir, on tienne une clôture par là, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la VA. Ça neutraliserait l'aspect baissier. C'est-à-dire qu'en termes de valeur, on est plutôt en train de baisser, d'accord? L'acceptation des prix est plutôt baissière, mais si ce soir, on venait à clôturer en haut, donc au-dessus de la VA, ce serait un signe positif, c'est-à-dire que la valeur se dégrade, mais la spéculation veut voir remonter les prix. Et ça laissera donc très probablement un sentiment plutôt haussier pour le jour suivant. Donc l'objectif, si on clôturait comme ça, admettons on va spéculer, on va dire ce soir le Bitcoin il vient effectivement retester le POC du J-1 et il vient clôturer là-haut. Ça veut dire qu'on va clôturer au plus haut. Donc, alors QCM, même si je sais que vous ne trouverez pas le scénario, où est-ce que vous chercheriez à acheter? Pour quelles raisons? Et où est-ce que vous placeriez le stop à la suite? Enfin, comment vous mettriez en place un scénario market profile ici? N'hésitez pas encore une fois à vous tromper. Je vous laisse le temps de répondre. Faites l'exercice, sortez-vous les doigts du cul. Il faut essayer, même si on fait des bêtises. Alors non, pas nécessairement, justement. Donc, en fait, les bornes de la VA, Asrun, on s'en sert de zone pour gérer le risque. C'est-à-dire que là, si ce soir on clôture hors de la VA et dans la partie haute du chandelier, faudra se dire qu'on aura laissé un POC en bas, plutôt en bas du chandelier, enfin au milieu du chandelier. Donc, généralement, on reviendra tester ce POC. Normalement, on reviendra tester ce POC, et c'est typiquement en fait à l'intérieur de la VA qu'on reviendra acheter. C'est-à-dire que normalement, si on clôture au-dessus de la VA, c'est qu'elle est plutôt rejetée, et dans ce cas-là, on va gérer son risque sous la VA. C'est-à-dire que là, c'est la zone où on aura des prix très 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 attractifs, et plus on baissera, plus ce sera invalidant. C'est-à-dire que normalement, dans cette zone-là, on ne doit pas y aller. Et si on y va très ponctuellement. Moi, si tu veux, suite à une journée comme ça, si elle se termine bien, comme je l'ai dit, parce que là, si ce soir on retombe, qu'on vient clôturer sous la VA sans avoir touché le POC du jour précédent, là c'est bear par contre. Voilà. Donc c'est bien, il y a plusieurs solutions. La clôture est toujours importante sur les marchés, je vous l'ai dit. Donc, si c'est ça qui se met en principe, là, ce que vous pouvez vous dire, c'est que ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle une single print. D'accord? C'est-à-dire quand la borne du chandelier, ici, n'est imprimée qu'une fois. Là, normalement, c'est ici que vous pouvez gérer votre risque. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est qu'une single print, mais là, théoriquement, ici, c'est là que vous foutez votre stop loss.
le plus agressif. Hein. Le mieux, c'est de le mettre sous le plus bas. Mais ici, normalement, pour ceux qui veulent la jouer vraiment agressif, vous pouvez trouver un stop là. Les prix qui seront à payer normalement sur ce chandelier, c'est celui-là, qui est vraiment le plus attractif. C'est-à-dire que là, si vous avez un double signal là-dessus, celui-là, il ne faut vraiment pas hésiter à le prendre parce que le stop est juste en dessous. Donc il y a un très intéressant risque ratio rendement. Il y a le POC qui pour moi semble être le candidat potentiel. Donc moi je dirais, si je veux trader sans trop me faire chier, sans être devant mes écrans, je mets une alerte sur celui-là, voire je mets un signal acheteur ici, et puis après, une fois que le trade est pris, je viens regarder si j'ai des signaux, des indicateurs ou non, pour savoir si je tiens le trade ou pas. Mais voilà, moi je dirais que c'est là où il y a le plus de chances, dans le cas où ça clôture là-haut ce soir, que ce soit racheté ici demain. Il y aura d'autres prix, c'est-à-dire que si ici, même chose, on arrive dans la VA et que ce prix vous donne par exemple un double signal d'achat ou un double TP, il faut prendre celui-là et pas attendre ceux d'en dessous. Hein. Voilà. Je pense que c'est la VA ici qui rejettera les prix. Donc ça nous donne 3 prix à trader demain. Celui-là, 6115, 6093, 6074. Il va de soi que le premier, il faut vraiment des beaux signaux pour l'acheter. Celui-là, s'il y a un double signal, ça se prend sans problème. Celui-là, j'ai envie de dire, ça se prend sous pratiquement toutes les conditions parce que le stop n'est pas très cher. Celui-là, si vous est proposé avec un double signal, il ne faut pas hésiter, limite à renforcer dessus. Ok, le stop se passe bien là. Les targets, ce seront quoi? Allez, target, s'il vous plaît. Donc ouais, c'est bas, c'est bien, tu avais une bonne stratégie, effectivement. Le stop, tu l'as placé un peu loin, mais ça me paraît pas mal. Target 6270. Alors, pourquoi 6270? That is the question. Moi, je ne vois pas de frein à cette zone de prix-là. Donc pour moi, si c'est boule, on va plus loin. Je ne vois pas de raison de s'arrêter là. Non, pas d'idée. Bon, honnêtement, moi, pour un truc comme ça, je ne vois pas de frein à ce marché. C'est-à-dire que si on a un biais acheteur, je ne vois pas de raison de s'arrêter. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, je pense qu'on va un peu plus loin. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait théoriquement aller demander plus d'historique. Il me semble qu'on peut faire ça. Normalement, on peut demander le nombre de chandeliers, je ne sais plus. Non, on ne peut pas avoir plus d'historique que ça. Putain, ils sont vaches quand même. Ça m'étonne, ça. Peut-être parce que je lui demande trop de lignes. Enfin, si je lui mets 200, il va peut-être aller plus loin dans le temps. Ah, voilà. Donc là, c'est mieux. Ok, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de traces laissées par le marché ici. Donc normalement, ces zones-là, ça va être des petits freins. Vous voyez, les petites bosses de volume, c'est des petits freins. Celles qui sont hors de la VA, elles sont toujours résistantes. D'accord. Donc dites-vous, ici, on a laissé 2 résistances. Un petit POC de volume ici, enfin, une petite boule de volume là, qui sont grises et pas noires. Ça veut dire que ça, c'est des petites résistances. C'est des niveaux que je vous ai déjà marqués, en fait. Donc vous voyez que, comme toujours, j'arrive à ces conclusions. Donc ici, je pense qu'il y a 2 petites résistances, mais certainement pas des résistances qui vont bloquer le prix. C'est-à-dire simplement, ici, on fera des petits pullbacks en intraday, ça fera des allers-retours au sein de la journée, ça fera des zigzags. Quoi. Pour moi, je vois vraiment pas de frein sur ce marché avant là. On a un POC vierge ici, et il me semble que c'est là qu'on vise, donc c'est-à-dire 7613. Et comme par hasard, c'est ma target. Ben mince alors. Voilà, donc moi je pense que sur ce trade-là, théoriquement, si vous le prenez, il est intéressant parce que vous voyez qu'effectivement là le stop est pas cher. Et puis c'est surtout que si ça déclenche, il y a quand même une grosse target. Il va de soi que entre l'entrée ici et la target là, il y aura probablement il y aura peut-être des chandeliers qui auront une structure vendeuse dans laquelle il faudra gérer son risque. Mais là en l'état, moi dans la structure de prix, je ne vois pas le moindre frein qui bloquera l'appréciation des prix avant le POC vierge laissé à 7600.
Ok, allez, on va s'arrêter là parce qu'il faut que je me tape la même en anglais juste derrière. Je vais aller boire un coup et switcher sur le canal anglais. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. Je suis navré de ne pas pouvoir faire plus que ça sur le market profile. C'est vraiment un thème passionnant. Malheureusement, celui-là, par rapport à tous ceux qu'on a vus, hein, l'héliotisme, c'est compliqué. En termes de difficulté, pour moi, le market profile restera le plus difficile. C'est celui sur lequel il y a le plus de règles à apprendre. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'héliotisme, c'est très complet, c'est très complexe. Mais il y a des règles qui permettent de simplifier. Comme je vous l'ai dit, vous emmerdez pas avec les structures de range qui sont vraiment trop complexes. Vous écartez tout ça et vous faites ma structure de range, tout ce qu'il y a de plus simple. Ce qui fait qu'en fait, l'héliotisme, c'est chiant à apprendre parce que c'est technique et voilà, et qu'il faut apprendre des choses par cœur. Mais une fois que vous maîtrisez ces choses, c'est une petite musique très facile à répéter. Donc c'est pas difficile d'apprendre l'héliotisme. Le market profile, malheureusement, il y a peu de choses à apprendre, mais il y a beaucoup de structures différentes. Parce que en fait, si vous résumez d'un aspect technique, vous allez regarder que trois choses. Libé range, mais vous ne l'avez pas sur TradingView, donc vous n'en tenez pas compte. Vous allez simplement regarder le prix d'ouverture par où il était. Et en fait, vous l'avez visuellement Libé range, hein, c'est-à-dire que là, théoriquement, dans un truc comme ça, vous vous dites Libé range, c'est votre première bougie. Hein, bon, voilà. Mais bon, là, effectivement, sur le Bitcoin, c'est un peu moyen comme idée, quoi. Mais théoriquement, vous regardez le balayage qui a été fait sur la première bougie. Hein. Donc c'est les informations techniques que vous regardez. Le prix d'ouverture, le balayage de Libé range, où se trouve la zone de volume par rapport à l'ouverture et à la clôture. Est-ce que la clôture se fait, ainsi de suite, vous avez pigé le truc. Et la structure du chandelier. Il y a des structures précises, donc les B, mais ça vous allez sur internet, vous vous renseignerez. D'accord. Ça, comme on dit, c'est un chandelier de distribution. Ça, c'est un chandelier de double distribution. Ça, c'est un chandelier double distribution. Ça, c'est un chandelier mèche basse. Ça, c'est un. Non, pardon, ça, c'est un chandelier extraction basse, puisque vous voyez, on vient clôturer ici, c'est-à-dire on accumule la valeur en haut et on s'en extrait en fin de journée. C'est effectivement un chandelier normalement plutôt bear. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on l'a bien neutralisé, ce qui fait qu'au final, c'est pas si bear que ça. Voilà. Là, vous avez un pur chandelier de range, vous voyez, ça distribue, et dès qu'on sort des valeurs extrêmes, c'est-à-dire dès qu'on sort du POC, ça revient le chercher tout le temps. Donc voilà, ce genre de chandelier, c'est du pure neutralité. Allez, je vous laisse, bye bye, et à bientôt.